Donc aujourd'hui, on va entamer le second chapitre qui va être consacré aux notions des espèces et leur évolution. Bien sûr, on passe d'une espèce à une autre par des systèmes d'évolution, des systèmes d'adaptation qu'on va essayer de voir tout au long de cette partie. Mais tout d'abord, avant de parler de ces espèces et de leur évolution, il est tout à fait nécessaire de faire des rappels sur les modèles de l'évolution, c'est-à-dire un certain historique des idées fondamentales de l'évolution. En biologie en général, tout comme dans les autres sciences naturelles, l'évolution est la transformation des espèces vivantes qui se manifestent par des changements de leur caractère génétique et morphologique au cours des générations. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'évolution d'une espèce, c'est qu'on va passer d'une espèce à une autre, ou bien au sein de la même espèce, par des changements d'un certain nombre de caractères qu'on va essayer de détailler. Ces changements sont successifs et simultanés et qui peuvent aboutir automatiquement à la formation de nouvelles espèces. C'est le terme qu'on va utiliser par la suite, c'est le terme de spéciation. La théorie de l'évolution, que tout le monde a connue et qui connaît un certain nombre de controverses, de débats scientifiques jusqu'à aujourd'hui, la théorie de l'évolution est une explication de la diversification des formes. Je parle des formes de vie. Des formes de vie qui apparaissent dans la nature depuis les premières formes qui ont apparu sur notre planète Terre il y a un peu plus de 3 milliards d'années. Jusqu'à la biodiversité actuelle, là, l'écosystème qu'on est en train de voir avec toutes les espèces vivantes, que ce soit de la flore, que ce soit de la faune, etc. L'histoire des espèces peut être ainsi décrite et se représente sous forme d'un arbre généalogique, c'est-à-dire c'est comme des formes d'identité, c'est l'arbre généalogique, c'est-à-dire il y a toujours un prédécesseur, il y a toujours un premier être vivant et à partir duquel il y a une diversification et apparition soit des transformations au sein de la même espèce, soit apparition de nouvelles espèces dans la nature. L'idée de l'évolution, elle est très ancienne et peut être déjà trouvée. Certains philosophes de l'Antiquité, il y a longtemps, par exemple Lucrèce, entre 54 et 98 années avant Jésus-Christ, en particulier, mais jusque-là, ce n'est qu'à partir du 19e siècle que les théories véritablement scientifiques vont être étudiées et les gens commencent à faire un peu de la science pour expliquer un certain nombre de phénomènes concernant les espèces qui ont été développées dans la nature. La théorie la plus connue, c'est la théorie du transformisme, c'est-à-dire que les espèces se transforment. C'est-à-dire on peut passer au sein de la même espèce par des changements morphologiques et autres. Cette théorie de transformisme, elle a été bâtie tout d'abord par Jean-Baptiste Lamarck, qui a ouvert un peu la voie au débat scientifique, et ce n'est qu'à partir de la moitié du 19e siècle, vers 1859, avec la publication de la grande revue scientifique « L'origine des espèces » par Charles Darwin, que la théorie du transformisme s'est imposée dans la communauté scientifique. Tout simplement parce que Charles Darwin, il défend
à partir des observations détaillées, je parle des observations scientifiques, qui sont détaillées, la thèse que les espèces vivantes ne sont pas des catégories fixes. C'est-à-dire, auparavant, il y avait le modèle de fixisme. Le modèle de fixisme, c'est-à-dire les espèces, elles naissent, elles vivent, et puis elles vont rester les mêmes sans aucun changement morphologique ni autre. C'est-à-dire, automatiquement, on est dans une voie qui est linéaire. À partir de la publication de Charles Darwin, donc, il commence déjà à voir que les espèces peuvent se transformer et il avance déjà les idées du milieu. C'est-à-dire, c'est le milieu qui va aider au changement des espèces. C'est-à-dire, il n'y a plus de catégories fixes, mais ils se diversifient avec le temps, c'est-à-dire, c'est le principe de diversification. Voire, ils disparaissent. C'est déjà la disparition, là, on sous-entend par les extinctions. Et puis, il y a des disparitions, c'est par la mort, etc., etc. Pour expliquer les changements qui se produisent peu à peu au sein d'une population, et on a ici la notion d'une population, ou bien la notion d'une communauté. Il propose l'idée de la sélection naturelle. C'est une idée qui est originale, qui s'est imposée au XIXe siècle, la sélection naturelle, c'est-à-dire au sein des espèces vivantes, pour qu'ils s'approprient aux ressources rares, je parle de l'eau, je parle de la nourriture, etc., et la capacité de la reproduction. Là aussi, ce sont... Donc, lorsqu'on parle d'un certain nombre de ressources rares, pour que les espèces peuvent y accéder, il y aura ce qu'on appelle la compétition. Il y a ce qu'on appelle la compétition, c'est-à-dire automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On va essayer, c'est le plus fort qui va vivre le plus longtemps. Les espèces sont donc profondément conditionnées par le milieu naturel. Là, on sous-entend un autre terme, le milieu naturel, le milieu de vie, le milieu avec toutes les ressources naturelles qu'il nous procure. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le terme très connu, l'écosystème. On ne parlait pas auparavant de terme écosystème. Par la suite, les idées scientifiques se développent et il y a l'idée, c'est la génétique qui se développe, de Mendel, c'est-à-dire il n'y a pas seulement les transformations morphologiques et que les transformations morphologiques sont généralement conditionnées par les transformations génétiques. Et ces idées de l'évolution ont été peu à peu affinées. Mais depuis le XXe siècle, et plus exactement dans les années 30, il y a une théorie qui s'impose dans la communauté scientifique qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution et qui a fait un large consensus scientifique au sein de la communauté. Cette théorie scientifique, elle a ses fondements, elle a ses bases et ses principaux mécanismes. Et bien sûr, cette théorie synthétique, elle s'est basée tout d'abord sur la théorie du transformisme, parce que le fixisme il était déjà dépassé, des transformismes de Charles Darwin, et qui est combiné aux différentes recherches scientifiques concernant la loi mendélienne. Et surtout, je parle de la loi génétique. Des processus ont été découverts pour peaufiner, pour encore plus détailler, ce qu'on appelle le gène architecte, ou bien de coévolution, ou bien de l'endosymbiose, permettant alors de mieux saisir les mécanismes génétiques en action.
C'est-à-dire déjà au XXe siècle, bien sûr, la science se développe jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on commence déjà à comprendre les rapports entre les espèces. Et ça, c'est très intéressant, les rapports entre la même espèce au sein de la communauté, parce qu'elle a le même mode de vie, au moins, au sein du milieu naturel, ou bien au sein de l'écosystème. Et il y a le rapport des espèces avec d'autres espèces. C'est-à-dire les relations, si je peux m'exprimer encore mieux, les relations intraspécifiques à l'intérieur de la même espèce et les relations interspécifiques pour décrire les rythmes de l'évolution. Et là, il y a un terme qui est très intéressant, c'est le rythme de l'évolution. Pourquoi le rythme? C'est comme un piano. Il y a des rythmes qui sont rapides, il y a des rythmes moyens, modérés, et il y a des rythmes qui sont lourds. C'est comme les mélodies musicales. Il y a des mélodies qui sont lentes, il y a ceux qui sont larges, etc. Il y a le basse, etc., etc. C'est ça l'évolution. L'évolution, c'est simple. Il y a des rythmes de l'évolution. Lorsqu'on vit dans la campagne, dans un écosystème ou bien dans un milieu naturel qui est large, on vit sur des hectares, il y a des voisins un peu éparpillés dans des zones qui sont très larges et un milieu qui est très large, il y a un mode de vie et un rythme d'évolution qui est lent. C'est normal. Mais lorsqu'on vit dans des agglomérations, dans une métropole, à Casablanca, etc., etc., le rythme, les gens, ils vivent avec une densité qui est très grande, très importante. Il y a beaucoup de gens, il y a des immeubles, des bâtiments, etc. Il y a des usines, les gens qui travaillent, qui courent, qui cherchent le bus, qui cherchent le tramway, qui cherchent ça. Donc là, c'est un rythme de vie qui est rapide. Bien sûr, ces différents rythmes de vie ne sont pas les mêmes. Automatiquement, ils auront leur influence sur le mode de vie. Il y a le rythme de vie, il y a leur influence sur le mode de vie. Et bien évidemment, il y aura une influence sur le mode de l'évolution au sein de la même espèce. L'évolution, généralement, elle est causée par la présence des variations parmi les traits héréditaires. En passant au sein de la même espèce d'une génération à une autre, il y a un changement dans le mode de vie, dans le style de vie, et bien sûr, il y aura une adaptation avec le nouveau mode de vie. Maintenant, on est en train de vivre avec un système technologique qui est très important, avec les téléphones tactiles, avec l'Internet à très haut débit, les 4G, les 5G, etc. C'est le rythme d'évolution qui devient très rapide et il faut s'y adapter. Et parmi ces traits héréditaires, c'est l'exemple du plumage au sein de la population d'individus lors des phases de reproduction, de l'apparition, parfois des mutations génétiques. Mais dans le plumage, dans les oiseaux, etc., les perdrix, etc., durant la phase de reproduction, c'est-à-dire il y a un changement avec la maturité de l'espèce. Il y aura donc alors des mutations et d'autre part, divers mécanismes peuvent modifier la fréquence de certains traits héréditaires au sein de la population. Et bien sûr, ce changement de la fréquence des traits héréditaires peut influencer le changement dans les traits morphologiques. Un exemple le plus simple, par exemple, lorsqu'on voit les joueurs de tennis, par exemple. Un joueur de tennis, s'il est droitier, alors depuis son jeune âge qu'il est en train de jouer la balle avec sa raquette avec la main droite. Donc automatiquement on a deux mains.
il y a une main qui travaille, une main qui est généralement au repos, une main qui travaille plus qu'une autre. Donc, automatiquement, on peut avoir des épaules qui sont plus développées par rapport à d'autres épaules, même dans le mécanisme d'activité des deux mains. Parmi ces mécanismes qui peuvent aussi modifier la sélection naturelle. Au sein des espèces, il y a la sélection naturelle, c'est un tri. C'est un tri, c'est comme dans les universités, par exemple, à accès limité, avant de rentrer, avant d'y accéder. Donc, il y a une certaine sélection à partir d'une note du baccalauréat, avant d'y accéder. Déjà, une première sélection. Vous êtes en deux, maintenant, vous êtes en deuxième année, vous faites un tronc commun. Vous êtes déjà sélectionné en première année. Mais à partir de l'année prochaine, il y aura une autre sélection. Ceux qui préfèrent la géologie et qui sont plus aptes à faire la géologie vont faire la géologie. Ceux qui vont faire la chimie et ceux qui vont faire la biologie. Donc déjà une première sélection. D'autres peuvent évoluer et feront un master spécialisé au sein d'une discipline, au sein d'une spécialité. Et d'autres vont continuer encore le plus loin possible et faire la recherche scientifique et peut-être entamer les problèmes d'évolution qui ne sont pas encore résolus jusqu'au jour-là, parce que la science, il ne s'arrête jamais. Donc, il y a une sélection naturelle, mais la sélection naturelle, elle est conditionnée par le milieu naturel, ce qu'on appelle l'écosystème. C'est les conditionné par le milieu naturel qu'on appelle l'écosystème. Soit on va vivre dans ce milieu naturel, si on a des ressources rares, si on a beaucoup de ressources, si on peut bien boire, on a de l'eau, on a de la nourriture, on a tout ce qu'on aura besoin dans notre vie naturelle, on peut survivre si on n'a pas les ressources nécessaires pour une vie qui est confortable. Et la reproduction des individus. Bien sûr, là aussi, il y aura la sélection naturelle et bien sûr, les espèces vont rentrer en compétition pour que les mâles, tout simplement, peuvent automatiquement s'approprier de la femelle. Et bien sûr, une fois il y aura la reproduction, ces mâles-là vont automatiquement passer leur caractère génétique le plus fort aux générations futures ou bien à leurs descendants. Si un trait héréditaire, par exemple, favorise les chances de survie ou bien de reproduire, il s'ensuit mécaniquement la fréquence que ce trait augmente d'une génération à une autre. Bien sûr, dans les traits héréditaires, il y a des traits héréditaires qui sont forts et qui peuvent passer d'une génération à une autre. D'autres peuvent être éliminés, si on peut dire, ou bien diminués, bien sûr, selon la fréquence de vie. Un trait peut également être propagé ou éliminé sous forme de fluctuations aléatoires. Là, ce sont des exceptions, et ces exceptions peuvent intervenir au sein des générations. C'est-à-dire, au sein d'une communauté, on pourra avoir ce qu'on appelle la dérive génétique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de populations qui vivent dans un même milieu, dans une même géographie, qui partagent le même, je préfère ce terme-là, le même destin évolutif, ou bien en arabe je peux dire c'est-à-dire ces espèces-là qui peuvent évoluer selon un destin évolutif, d'autres au sein d'une petite communauté peuvent se transformer génétiquement à l'échelle des temps géologiques. L'évolution, donc, elle va automatiquement conduire à des changements morphologiques, déjà la morphologie. Si je n'arrive pas à attraper un fruit qui est très haut et je me trouve dans l'obligation de manger, je vais faire des sursauts, etc., quotidiens
afin que je l'attrape. Sinon, je vais mourir. Anatomique, c'est-à-dire que le besoin crée l'organe. Et l'exemple que j'ai donné du tennis. Physiologique, comportementaux et des espèces. Donc, je vais donner un petit exemple là. Par exemple, il y avait un cycliste qui est très connu à l'échelle mondiale, Froome. Froome, c'est un Anglais. D'origine, il est anglais. Donc, c'est un Européen. Il est né par hasard en Afrique à des altitudes, au Kenya, et à des altitudes qui sont très hautes. Donc, de point de vue morphologique, donc de point de vue héréditaire, c'est un Anglais. Mais de point de vue adaptation, il est né à Kenya, avant de partir en Afrique du Sud. Donc, depuis son jeune âge, il s'est adapté, son cœur s'est adapté à des altitudes. Avec de l'entraînement, c'est l'adaptation, etc., etc. Il est comme par hasard un multi-champion du Tour de France de cyclisme. Un autre exemple, toujours un certain Quintana, de la cordillère des Andes à des altitudes, etc. Il est toujours second. C'est-à-dire, généralement, il est européen. Et les gens de basse altitude, c'est-à-dire, généralement, ils n'ont pas la même force. Mais il y a ce qu'on appelle l'adaptation à un milieu de vie. Et il s'ensuit également des adaptations qui sont, ces adaptations, des changements qui sont morphologiques et anatomiques. Et ce n'est pas comme par hasard que les plus grands champions du monde, les recordman du monde, ce sont des Kenyans et des Éthiopiens. Ce n'est pas seulement le caractère héréditaire, mais l'adaptation à des milieux, à des altitudes, à certains, etc. Il y avait un certain Aweta qui s'entraînait souvent à Ifewen. Une fois, ils descendent vers des zones aux Pays-Bas, où on est à proximité au niveau plus ou moins le zéro. C'est pour cela qu'on l'appelle les Pays-Bas. Bien sûr, ils ne sentent plus la fatigue et il y a des records qui passent, etc. Donc, j'en continue avec le début du XVIIIe siècle. C'est la paléontologie et la découverte des squelettes. Voilà, il y avait déjà des recherches et on découvre des squelettes. Mais des squelettes, comme par hasard, qui ne ressemblent pas aux squelettes de certains êtres vivants actuels. Déjà, on commence à se poser des points d'interrogation. Alors, quels sont ces êtres vivants qui ont vécu sur notre planète Terre? C'est-à-dire, on commence à travailler sur des matériaux qui sont anciens. Des savants redécouvrent l'idée de l'évolution, comme Pierre-Louis Morceau et Georges-Louis Leclerc. Ce dernier, il est passionné des jardins, etc. C'est comme des sortes de pépinières. Il commence à faire des cultures. Et ces études des plantes, etc., il commence à faire des collections. Déjà, à part la suite, un Georges Cuvier qui avance déjà l'idée catastrophique, selon laquelle, surtout lorsqu'on trouve ces squelettes qui ne ressemblent pas aux squelettes actuels, on commence à se poser la question, qui sont ces êtres vivants-là? Donc, on a déjà l'idée catastrophique, c'est-à-dire on commence à penser, du point de vue philosophique, qu'il y avait des catastrophes naturelles qui se sont succédées durant l'évolution de la vie. Et ces catastrophes naturelles, on peut exterminer, en quelque sorte, si je me permets d'utiliser les termes, des êtres vivants qui ont vécu et qu'on n'en trouve plus dans l'écosystème actuel. Il admet que les espèces terrestres n'ont pas toujours, celles qui ont été observées, bien sûr, aujourd'hui.
sans pour autant accepter l'idée de l'évolution. L'idée catastrophique, c'est un peu entre les deux différentes idées, fixistes et évolutionnistes. C'est-à-dire qu'il y avait des catastrophes naturelles. Mais les études, maintenant la géologie, c'est une science qui nous a permis de voir un peu plus clair l'histoire de la Terre. Depuis sa formation, il y a plus de, vers les environs de 4,6 milliards d'années, on a déjà ces idées. Mais pour lui, il y avait les 6000 ans. Mais est-ce que les 6000 ans sont déjà suffisantes pour expliquer les différentes extinctions terrestres? Alors, les espèces vivantes, et que les 6000 ans ne sont pas suffisantes pour estimer pour l'histoire de la Terre, sont trop courtes pour expliquer. Surtout, on va voir les 5, le Big Five. La première théorie véritablement scientifique d'une évolution des espèces c'est celle qui a été avancée par Lamarck. Le premier qui a avancé vraiment l'évolution. Après un long travail de classification des espèces, on a parlé de ce qu'on appelle le transformisme, ou bien la théorie transformiste. C'est-à-dire que pour lui, les espèces peuvent se transformer par deux principes. Le premier, c'est la diversification et la spécialisation. C'est-à-dire, au cours des différentes transformations, les espèces se diversifient.